Madame, Monsieur, bonjour. Nous ne sommes pas dans la grande salle du Caribé cette année, mais je sais que vous êtes nombreux à nous suivre depuis vos portables pour la 10e édition du Sommet international virtuel de la finance et la 5e édition de la FinTech. La machine était lancée pour la tenue de la 10e édition du Sommet international de la finance et la 5e édition de la FinTech quand tout a basculé. Un virus, aussi minuscule qu'il puisse être, a décidé de mettre le monde à genoux et de changer tous les plans. Les organisateurs, pour répondre aux exigences de l'heure, étaient sur le point de renvoyer l'organisation du sommet à l'année prochaine. Mais, comme chaque crise est une source d'opportunité, le groupe Croissance et ses partenaires ont vite compris qu'ils pouvaient changer l'eau en vin. En effet, le Covid-19 a permis au monde de se rendre compte ou de prendre conscience de la force, du pouvoir de l'Internet et des nouvelles technologies. Une fois ce constat fait, l'impossible devient possible. Et ce, pour le plus grand bonheur des organisateurs du sommet qui peuvent maintenant compter sur la participation de plusieurs intervenants qui n'auraient pas pu faire le déplacement. Un sommet sur la finance en pleine crise de Covid-19, il n'y aurait pas pu avoir meilleure initiative, diraient certains. Les conséquences de la pandémie sur l'économie mondiale ne sont plus à démontrer. Si des pays peuvent encore faire face à la crise actuelle et apporter des réponses plus ou moins réfléchies, l'après-Covid demeure un mystère et il inquiète. Dans le cas d'Haïti, le pendant est tout aussi préoccupant que l'après. D'où la nécessité de lancer au plus vite des réflexions sur comment financer la réponse et préparer l'après-crise. C'est en substance la mission que se donne le groupe Croissance et ses partenaires tels que la BRH, Profin et Profit Development Consulting. Les secteurs privés et publics, ainsi que la communauté internationale, vont analyser la conjoncture, camper le tableau, poser un diagnostic et venir avec des pistes de solutions. Mais comment parler finances, surtout en ce moment, sans parler de technologie? C'est ainsi que la 5e édition de la FinTech va essayer de faire la lumière sur toutes les opportunités disponibles aujourd'hui en pleine crise de coronavirus. Madame, Monsieur, je vous propose la première intervention de ce matin pour lancer officiellement ce sommet. Mesdames, Messieurs, chers organisateurs et participants de la 10e édition du Sommet international sur la finance et de la 5e édition du Sommet de la FinTech, permettez que je salue votre détermination et votre sens du devoir envers l'humanité en cette période de crise marquée par le Covid-19, cette pandémie planétaire qui impose une organisation virtuelle à l'édition de 2020. Au nom du Président de la République, Son Excellence M. Jovenel Moïse, et en mon nom propre, je vous remercie de maintenir ce rendez-vous annuel qui se donne, entre autres, pour mission de faire un diagnostic profond de l'économie nationale tout en proposant des idées innovantes. Il y a seulement quelques mois, les institutions financières internationales parlaient de reprise de la croissance mondiale, de consolidation des chaînes de valeur et le raffermissement des échanges commerciaux. Aujourd'hui, cet optimiste laisse de plus en plus de place à une vague d'incertitude qui se déferle au rythme de la durée du confinement et de la distanciation sociale. En effet, les prévisions les plus optimistes tablent sur une contraction de 1% de la croissance mondiale en 2020, expliquée principalement par un repli de la croissance des grandes économies, notamment les États-Unis 3,8%, l'Union européenne 8% et la République populaire de Chine 3%. Haïti ne fait malheureusement pas exception à la règle. Tributaire d'une année 2019 particulièrement perturbée sur le plan sociopolitique et économique,
l'année 2020, même avant l'arrivée de Covid-19, s'annonçait extrêmement difficile. Les prévisions de croissance tournaient déjà autour de moins 0,4%, après la baisse de 1,2% enregistrée sur 2019. Avec la crise qui se profile, on s'attend à un repli de près de 4%. Ce repli de la croissance résulterait principalement 1. D'un quasi-effondrement du secteur agricole qui verrait sa demande effective chuter considérablement. Ceci n'est nullement anodin compte tenu de la réduction du pouvoir d'achat des ménages suite à la fermeture des entreprises dans certains cas ou à la compression de la masse salariale dans d'autres. Il y a beaucoup moins de débouchés pour l'écoulement des produits. Ceci implique par conséquent une incapacité pour les agriculteurs à reproduire leur force de travail et à se procurer les intrants nécessaires aux prochaines campagnes si l'État n'intervient pas. 2. D'un effondrement du secteur des services dû au ralentissement du commerce, à la fermeture des entreprises dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, et enfin au ralentissement des activités d'intermédiation des institutions financières. 3. À la baisse anticipée des investissements publics en faveur des dépenses urgentes pour soutenir le secteur de la santé, les ménages à travers des transferts de cash et des rations sèches et des facilités de crédit aux entreprises en difficulté. Cette baisse de la croissance est aussi subséquente à une baisse considérable des recettes publiques. Les 5 premiers mois de l'exercice ont été témoins d'une chute de 43% des importations et de 10% des exportations. Cette tendance qui est appelée à se maintenir va déboucher sur une diminution systématique de la TCA à l'externe. Combiné au ralentissement de l'activité des entreprises sur le territoire national, on peut s'attendre à une pression fiscale en deçà de 10%. Cette pression fiscale assez faible contrasterait avec les dépenses énormes que l'État doit consentir pour soutenir le secteur médical principalement et mitiger les impacts sur l'économie et l'emploi de manière générale. Il s'ensuit évidemment une hausse du déficit fiscal qui pourrait atteindre d'ici la fin de l'année près de 6,4% du PIB. Ce niveau de déficit pourrait entraver les efforts de stabilisation du cadre macroéconomique déployés par nos institutions financières, notamment en exacerbant les pressions sur le change et par ricochet l'inflation qui pourrait clore cette année à 23%. Un tel niveau d'inflation augmente les risques d'insécurité alimentaire et de précarité de la population. Il faut ajouter à tout cela une possible réduction des transferts privés sans contrepartie résultant d'un ralentissement de l'activité économique des pays d'accueil de notre diaspora. Ceci impactera directement l'équilibre de la balance des paiements et la constitution des réserves obligatoires qui, fin mars, ne comptabilisait que 599 millions de dollars. En dépit de cette situation trouble et particulièrement éprouvante, l'équipe gouvernementale tient ferme à la barre et travaille sans relâche avec les partenaires internationaux d'Haïti pour mitiger les externalités négatives inéluctables afférentes à la pandémie. La route qui mène vers le développement est difficile et très escarpée. À chaque carrefour se dressent des épreuves les unes plus ardues que les autres. Cependant, c'est le propre des grandes femmes et des grands hommes de répondre aux problèmes qui tenaillent l'humanité. Nous devons maintenir le regard fixé sur l'objectif, ne jamais dévier, car
nous avons la mission la plus sacrée qui existe, permettre à chaque femme et à chaque homme vivant sur cette terre de retrouver la paix, la sérénité et la félicité. Je vous en remercie. Il y a deux scénarios. Et ça, c'est pas moi qui fais parce que c'est pas dans la compétence pas moi. Même j'ai demandé collègues Cornell qui te mettaient ensemble avec d'autres collègues Université Oxford. Naturellement, pas représenté ni opinion Université Oxford ni par Cornell. Il y a un CDC tout là-dedans. Et il y a à peu près 11 personnes qui ont fait des projections pour nous pour Haïti avec deux scénarios. Un scénario côté que où tu as 35% de la population infectée, c'est un scénario qui est plus bon pour nous. Et un autre scénario qui a 86% de monde qui est infecté. Dans le scénario qui est plus bon pour nous, il y a envisagé qu'on a besoin de plus de 300 000 personnes qui prennent la nécessité d'aller dans l'hôpital. Dans le scénario qui est plus mauvais, il y a 426 000 personnes. Dans le scénario qui est plus bon, il y a envisagé qu'il y a à peu près autour de 5 000 à 6 000 décès. Et ça, autour, que le pas réaliste, parce que New York, qui vont souprendre New York à 10 millions d'habitants, quand on compare à Haïti, meilleur hôpital pratiquement qui est disponible là. Aux États-Unis, c'est la meilleure hôpital et même qu'à dire que New York déjà dans 10 000. Donc, et nous pas fini. Donc c'est clair que le scénario ça, il n'est pas pour nous. C'est ça d'arrêt même, mais il n'est pas pour nous. L'autre scénario à lui-même, l'envisager que vous avez à peu près 20 000 morts, mais toute mort qui est envisagée, c'est si ou qu'à prendre soin, monde qui prend la nécessité d'aller dans l'hôpital. Si pas qu'à prendre soin, le scénario a aggravé de 5 à 10 fois plus. Et s'il a aggravé 10 fois plus, c'est pratiquement un tremblement de terre qu'on a là. Donc nous, où ça passe dans pile pays, où ça passe en Équateur, côté que il y a des gens dans la rue, c'est fausse commune, ceci, cela. Donc c'est ça ne pas arriver. Donc, m'espérer que le modèle n'est pas à concrétiser, mais il faut planifier pour le pire. Si on a là le meilleur arrivé, on est très content, monter paré. Si le pire arrivé, et côté paré pour lui, on ne peut pas confronter. Donc c'est un peu la situation ça que nous y est. Donc on a planifié non seulement les lits d'hôpitaux, parce que les lits d'hôpital n'a pas suffi. Il faut former Mounio, il faut intrants là sur place, il faut logistique sur place. Donc nous avons pile de bagailles qui est très important. Il y a des bagailles nous déjà envisagées comment la logistique là pour le faire. Donc ça a déjà soulagé nous, mais il faut nous gagner intrants. Donc quand là nous avons une bataille sans bâton. Et c'est clair que nous ne pouvons pas gagner si nous n'avons pas un minimum, ça nous demande. Bon, je veux dire que côté président de la République, là, nous n'avons pas de problème, parce qu'il est très engagé dans le combat. Le problème que nous avons, c'est lenteur de l'administration. L'administration est extrêmement lente, il y a des bagailles que nous commandons à 3 semaines. C'est lundi, nous voyons que le paiement est fait. Et c'est là nous lever pieds nous, parce que nous disons pas responsable, tout le monde va mourir. Donc ça veut dire que je ne sais pas quoi c'est mauvaise foi nécessairement, mais c'est que tout le monde pas well là avec même lunettes avec nous, avec urgence. Donc on y a là, et tout simplement, moi-même je dis carrément que nous ne pouvons pas accepter que le monde va mourir sous dos nous. Donc ça veut dire que faut que tout le monde prenne responsabilité. Et au point de vue média, nous avons souhaité que les médias aident, parce que l'éclair, même dans le plan ça, que si prévention, méthode que dit pour nous adopter, que adopter seulement à 50%, ou après réduire le nombre de décès à de 2/3. Donc ça, nous avons déjà tout ça besoin sur place pour lui. Nous n'avons pas besoin aucun bagaille. Donc nous avons pensé que ça qui est important pour nous, au lieu de nous shooter sur le gouvernement, sur ceci, sur cela, nous connaissons depuis longtemps le système de santé n'est pas bon. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le pas bon, même depuis le tour en Haïti, il y a 40 ans. Il a détérioré en pile, sous 40 ans, ça, malheureusement. Mais ce n'est pas aujourd'hui pour nous parler de ça. Ça ne va pas changer rien. Par contre, si nous mettons tête ensemble, nous conscientiser chaque Haïtien, parce que le virus en lui-même, il n'a pas de pied, il n'a pas de main.
C'est nous pieds, c'est nous-mêmes. Si nous-mêmes, nous baillons le message là pour que le peuple la comprenne, parce que malheureusement, le message là passe mal. Le peuple n'a pas compris, et je pense que c'est le travail chaque Haïtien, ce n'est pas le travail de la commission, ni le travail de l'État. Ce bataille n'a pas là, si nous pas unis, quand on était unis pendant l'indépendance, nous ne pas gagner. Et puis, on nous pensait que rester la caillou, pas le sauver. Parce que rester la caillou, maladie a bien joué. Vous comprenez, dans un scénario qui est plus mal. Donc, au fond, et bail qui est plus important, le message donc à bail tout le monde connaît, c'est tout le monde entrer dans la bataille là. Tout le monde conscientiser frère, conscientiser n'importe qui monde qui bon côté, fait prendre conscience que grande maladie qui a venir. S'il mande au côté lié, dit là à Saint-Domingue, et chaque jour, où un millier d'Haïtiens qui ont traversé, c'est chaque son danger lié pour nous. Moi, je dis franchement, qui ça qui motive pour que m'accepte travailler ça, qui c'est un job sécurité, côté que on pas gagner pour gagner, on tout bail pour perdu. Son grain bagage, c'est parce que moi dit, son foi qui a uni pays autour d'une cause qui frappe chaque grain haïtien, quoi à droite, quoi à gauche, quoi au mi-temps, quoi rouge, quoi vert, quoi jaune, quoi noir, quel que soit ça, il y a maladie à frapper. Si nous avons uni tout haïtien autour de cause ça, et que nous montrons que nous avons fait une transparence totale de financement que nous recevons, nous pensons que c'est une grosse bataille nous gagnons. Maintenant, deuxième bagaille là après, il faut nous dire comment nous mettre un pays qui est bon pour tout Haïtien, que tout Haïtien qui a senti la l'aise là-dedans, que le gars vive là-dedans, qu'il y ait des hôpitaux qui descendent, que le ministère de la Santé publique a un budget qui reflète les besoins du ministère là, parce que son budget, comme vous connaissez, qui est un budget extrêmement pauvre, c'est un budget qui est petit gain et qui n'est pas normal. Donc ça veut dire que ça qui a privé là, c'est faute nous. Ce n'est pas faute gouvernement ça, ni faute gouvernement avant, c'est faute chaque Haïtien, parce que nous sommes fait pour aller en moins que un budget comme ça, inacceptable. Mesdames, Messieurs les internautes, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, mes premiers mots seront pour saluer l'esprit et les principaux organisateurs de ce sommet, dont le but ultime est de créer un climat susceptible d'élargir la vision et la réflexion sur les moyens intelligents de rendre plus performante la dynamique nationale et internationale de la finance face aux défis que nous sommes appelés à relever pour assurer notre survie. Covid-19, financer la réponse et préparer l'après-crise. Ce thème, sur lequel vont porter les débats, arrive à point nommé pour susciter des approches originales, des cheminements neufs, bousculant la routine, incitant à l'innovation audacieuse et entreprenante à un moment crucial de notre vie de peuple où notre survie collective est liée à notre capacité de garantir une gestion efficace des finances publiques. Depuis la confirmation le 19 mars 2020 des 2 premiers cas de contamination au Covid-19 dans notre pays, l'économie haïtienne a subi d'importants effets négatifs directs, affectant entre autres le secteur réel et les finances publiques. Il s'agit notamment les flux de touristes qui étaient de 18 000 par mois en moyenne sur le deuxième semestre de l'exercice 18-19 risquent de tomber à quasi zéro pour le reste de l'exercice 19-20. Les exportations et les importations pourraient connaître des baisses substantielles par rapport à leur niveau habituel. La diaspora haïtienne étant très touchée, les flux de transfert des migrants pourraient reculer jusqu'à 25% compte tenu des impacts de la pandémie sur l'économie américaine. Les investissements directs étrangers qui s'élevaient à 75 millions de dollars au cours de l'exercice 18-19 pourraient diminuer de moitié. La fermeture des accès au territoire national, qui
qui a aussi perturbé les importations de certains produits dont dépend la consommation nationale, ce qui aurait pour conséquence, entre autres, une accélération de l'inflation. La fermeture de certaines usines et industries qui a entraîné le ralentissement de la production nationale, des manques de revenus chez les travailleurs et une baisse au niveau des revenus d'exportation. Le ralentissement généralisé de l'activité économique qui fait chuter à la fois les revenus privés et publics avec des effets indésirables sur le taux de chômage. Le taux de croissance pour l'exercice 19-20, qui était prévu à moins 0,7%, pourrait tomber à moins 4% sur l'exercice en cours. Les recettes en moyenne mensuelle sur le premier semestre de l'exercice 19-20, qui étaient de 6,8 milliards de goudes, sont tombées à 4,8 milliards de goudes au mois d'avril 2020. La crise actuelle, combinée aux séquelles des déséquilibres structurels de l'économie haïtienne, ont valu des interventions de l'État à hauteur de 714 millions de goudes et de 19 millions de dollars américains en faveur du ministère de la Santé publique et de la Population, du ministère des Affaires sociales et du Travail à travers le Fonds d'assistance économique et sociale, FAES, et du ministère de l'Environnement pour faire face à la pandémie. Les mesures adoptées touchent à la fois les secteurs économiques et sociaux. Dans la lettre de cadrage du budget 2019-2020, environ 5 priorités ont été définies. Le renforcement de la sécurité interne, le redressement des finances publiques, l'implémentation du plan de réponse à la crise de COVID-19, la mise en œuvre d'actions sectorielles à résultats rapides et tangibles pour le retour rapide à la stabilité politique et sociale, et enfin, la relance de l'économie afin de garantir des emplois durables. Je voudrais à ce stade citer quelques-unes des mesures prises dans le cadre du plan de réponse à la pandémie COVID-19. Distribution de rations sèches et cash transfert au profit des ménages, report des obligations fiscales des entreprises et des personnes physiques, gratification spéciale à certaines catégories socio-professionnelles, notamment le personnel soignant, les forces de l'ordre, les ouvriers de la sous-traitance, les professeurs et les transporteurs. Le support de nos partenaires techniques et financiers a été mobilisé soit à travers l'annulation du service de la dette du Fonds monétaire international de 5,6 millions de dollars sur 6 mois, un appui du Fonds monétaire de 111,6 millions de dollars à la balance des paiements au titre de facilité rapide de crédit dont l'équivalent en goudes a été rétrocédé au ministère de l'Économie et des Finances par la Banque centrale, soit sous forme d'appui budgétaire indirect. Une réallocation de la BID d'un montant de 50 millions de dollars à partir des ressources disponibles au niveau des projets en cours de mise en œuvre. Les mécanismes devant faciliter le décaissement de ces fonds en vue de leur utilisation rapide et efficace sont présentement en discussion. Une entente avec la Banque mondiale pour adopter de nouvelles dispositions permettant d'améliorer la mise en œuvre du portefeuille des projets et programmes, notamment dans les domaines du développement, de protection sociale, gestion des risques et désastres, création de marchés et d'opportunités pour les petites et moyennes entreprises à travers le renforcement des chaînes de valeur et l'accès à des financements adéquats. Ainsi, nous avons pu obtenir des réallocations
et des financements d'urgence à moyen terme. Je souhaite, mesdames et messieurs, vivement que cette 10e édition du sommet de la finance puisse, par le biais des interventions des uns et des autres et des débats qui ont cours, être source d'énergie et d'espoir pour le peuple haïtien, aujourd'hui confronté à l'un des pires fléaux qui ait frappé le monde. Je veux parler du Covid-19. Aussi, tenons-nous à rassurer la population et la communauté internationale que la gestion des fonds alloués à la pandémie se fera en toute transparence. Chaque goutte qui est ou sera décaissée fera l'objet de contrôle strict par les institutions de contrôle. Et il est prévu un audit à la fin du processus de décaissement. Je vous remercie. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7%. Apprenti temps ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et puis son petit dollar m't'a pas lâché pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettre. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofin.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, l'obs client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Sorti à peine d'une période de lock, l'horizon se dégageait pour Haïti et la BRH tablait sur ce relatif calme pour faire des projections sur l'économie. Mais c'était sans compter sur la détermination du coronavirus pour saper tous les efforts. Le conseil de la BRH, proactif, a dû suivre le rythme mondial, bien sûr, dans la limite des moyens dont elle dispose. On admet de l'annonce des premiers cas de contamination en Haïti. La Banque centrale a adopté un certain nombre de mesures pour venir en aide à l'économie,
dans cette conjoncture marquée par l'incertitude. Quel sera le rôle de la BRH dans cette réponse à apporter à la pandémie et dans la gestion de l'après-crise? Une question qui vous occupe l'esprit et j'espère que vous allez avoir la réponse au cours de ce sommet. Mais pour l'instant, on va accueillir le gouverneur de la Banque centrale, Jean Baden-Dubois, qui va placer ses mots de circonstance. Merci Luc Nergao pour cette introduction. Et je commence par saluer tous les intervenants, tous ceux qui ont rendu possible cette édition du sommet de la finance. Moi-même, en tant que gouverneur et au nom de la Banque centrale, je me sens très fier de participer à cette activité. Pour plusieurs raisons, dont l'une des raisons principales, c'est le fait que ces organisateurs n'ont pas baissé les bras face à cette pandémie. Et je tiens vraiment à féliciter toute l'équipe du groupe Croissance, de Profin et tous ceux qui ont rendu possible cette activité. Car ce qui est important, c'est qu'il faut pouvoir donner des modèles de réponse à la jeunesse. C'est vrai, des événements comme cette pandémie vont continuer à arriver. Mais ce qui est important, c'est de continuer à avancer et de faire ce que nous avons à faire. Voici la leçon qu'il faut tirer. Et pour cela, je félicite tout le groupe Croissance. Comme j'ai l'habitude de le dire très souvent, une crise est trop importante pour la gaspiller. En général, je me toujours dis, et souvent que me dis, c'est que lors de nos crises, il ne faut pas gaspiller la crise. Et en Haïti, nous passons un peu de temps côté n'a gaspillé crise après crise. En 2010, nous gaspillons crise tremblement de terre. Là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que 2010, c'était supposé en année charnière côté Haïti, remettait sur la voie de la croissance et du développement. C'était le moment pour rebâtir Haïti. C'était une opportunité extraordinaire pour le faire. Mais je dis à nous avons une crise. Nous avons une crise coronavirus. Crise coronavirus là, c'est une opportunité pour montrer nous que investir dans le pays ça, c'est meilleur bagage que nous avons fait si nous voulons vivre là-dedans. Avec ça qui passe, qui fait que tout le monde est exposé. Cependant, quelle que soit la quantité d'argent qu'on gagne, ou pas qu'à quitter Haïti pour aller prendre soin là-bas. Donc, il faut nous investir dans l'infrastructure hospitalière. Nous avons exactement la même situation. Nous avons des difficultés pour nous approvisionner, nous, parce que l'autre pays n'a pas intéressé vos productions, on l'autre côté, si la population n'a pas besoin. Et nous-mêmes en Haïti, c'est une opportunité aujourd'hui pour nous commencer à garder que tout ça n'a importé, que nous n'avons pas besoin d'importer, pour aujourd'hui nous produire en Haïti. C'est une opportunité pour tout entrepreneur qui a commencé à rediriger vers la production locale. Et c'est une opportunité que nous pas droit rater. Et c'est pour cette raison ça, là nous allons passer dans la relève après pandémie, nous avons que tout Haïtien conscient qu'on est que l'investissement que vous faites dans le pays, pas un investissement qui est perdu. C'est un investissement qui peut permettre que Haïti capable de réagir à l'autre crise qui peut venir. Parce qu'il y a l'autre qui peut venir. Et c'est le moment pour nous comprendre que nous tous, en Haïti, quelle que soit la couleur politique, nous c'est un seul que nous y est. Et c'est ensemble pour nous mettre les ressources, pour nous capables d'aller vers le développement de pays. Moi, je vois la crise comme une opportunité pour que nous mettions tête nous ensemble, nous mettions en place les politiques nécessaires de façon à ce que nous permettent que l'entreprise haïtienne soient capables de créer des jobs, de façon à ce que plus de monde gagne un job, de façon à ce que la jeunesse gagne plus d'opportunités. Enfin, mesdames, messieurs,
je dois dire que la crise sanitaire du Covid-19 doit être pour nous l'opportunité de réfléchir sur le problème fondamental qui renvoie notre capacité à gérer efficacement les situations de pénurie. Par rapport à cet aspect de la crise, les leçons à tirer sont multiples. Par exemple, les difficultés d'approvisionnement en équipements sanitaires appellent à des solutions à la fois innovantes et à coût réduit, prises sur la base d'arbitrage rapide. En effet, en dépit des décaissements effectués par le Trésor public de façon autonome, les pouvoirs publics se trouvent confrontés aux difficultés d'approvisionnement et à l'augmentation des coûts qui découlent notamment du transport de ces équipements. Le défi étant l'obligation d'avoir tout ce qui est nécessaire avant le pic de la pandémie afin d'éviter la saturation des hôpitaux déjà non suffisamment équipés. La BRH, de concert avec le ministère de l'Économie et des Finances, a tout fait pour qu'Haïti bénéficie du soutien financier du FMI et des autres bailleurs de fonds internationaux. Comme moi toujours dit, nous avons un pile fonds qui arrivent jeune pays. Cependant, il faut apprendre une leçon de ça qui passait déjà. Et que fonds ça qui va le dépenser, il faut que nous dépensions en toute transparence. Et surtout, que nous allions au-devant de la reddition des comptes. Et je formule le vœu que les dépenses qui sont occasionnées pendant cette période de Covid-19, pendant cette période de pandémie, que ces dépenses soient mises sur un site pour que tout le monde et que toute la population puisse avoir accès. Et que tout le monde sache exactement que chaque centime qui est reçu de l'international, comment ces centimes sont dépensés. Et de même aussi, chaque centime du budget national. L'outil budgétaire est une composante majeure. Le développement de budgets pluriannuels viables devrait nous permettre de sortir du carcan des pays pauvres très endettés et d'améliorer notre capacité d'emprunt sur les marchés financiers lorsque des situations exceptionnelles comme la pandémie actuelle nous obligent à élargir rapidement nos options de financement des dépenses sociales. Et quand on va parler des perspectives au cours du sommet, nous allons probablement parler de marché financier. C'est important de comprendre que les ressources d'une seule année fiscale peuvent ne pas suffire pour faire face à cette crise. Il faut compter sur les ressources de plusieurs années fiscales. Et c'est là que peut intervenir un marché financier pour émettre des bons du Trésor qui peuvent aller sur 5 ans, sur 10 ans et sur 15 ans, et qui nous permettent de développer, en fait, de trouver les ressources nécessaires de façon à pouvoir faire face à cette pandémie. Les défis sont nombreux. C'est aussi à ce prix que les politiques publiques pourront limiter les atteintes de cette nature au pouvoir d'achat de la gourde et renforcer leur crédibilité pour affronter de nouveaux défis. Encore une fois, je tiens vraiment à féliciter le groupe Croissance et tous ses partenaires qui ont rendu ce sommet possible, qui ont donné l'occasion à tous les Haïtiens de pouvoir venir discuter, porter des réponses à cette pandémie et surtout des solutions pour la relève. Je formule le vœu de voir ce sommet porter tous les fruits qui sont attendus par les organisateurs. Je formule le vœu que tout Haïtien, tout un chacun, nous profitons de cet espace qui nous est offert pour pouvoir apporter notre pierre, pour pouvoir contribuer à la mise en place de stratégies et de politiques publiques pour le pays. Et
C'est sur cette note que je vais vous remercier, tous les internautes et bien sûr tous les organisateurs, pour travailler à faire de ce sommet une réussite. Et sur ce, je déclare officiellement ouvert le sommet international virtuel de la finance et de la FinTech de 2020. Merci. Chers compatriotes, chers internautes, chers collègues, chers employés, chers clients et clientes, à vous toutes et à vous tous qui, à un titre ou à un autre, participez à ce forum, je vous adresse mes plus cordiales salutations et je vous souhaite une excellente audition. Aujourd'hui, l'humanité fait face à une pandémie qui fait rage et qui représente une grave menace à la santé et à la vie de la population mondiale. À date, la pandémie Covid-19, qui a apparu en Chine en décembre 2019, s'est disséminée dans le monde entier en atteignant environ 2,9 millions de personnes dans 193 pays et territoires et en occasionnant plus de 206 000 morts. Nous commençons déjà à subir les retombées avec la dépréciation accélérée de la goude par rapport au dollar, dont le taux de change a dépassé la barre des 100 goudes. Seules la Chine et l'Inde auront des taux de croissance positifs, respectivement de l'ordre de 1,2 et de 1,9%. À travers ce bref aperçu des conséquences économiques et financières de la pandémie Covid-19, nous avons souhaité mettre en exergue le besoin impérieux par les autorités économiques et financières du pays à appliquer des mesures rigoureuses pour répondre aux attaques meurtrières de cette pandémie qui met à genoux l'économie mondiale et à ses conséquences dévastatrices sur l'économie haïtienne pour cet exercice. Citons entre autres l'augmentation sans précédent du taux de chômage, la baisse des recettes fiscales en dépit des efforts entrepris par la Direction générale des impôts, la diminution des échanges avec l'extérieur avec une rareté marquée par les produits alimentaires d'importation de première nécessité, l'accroissement exponentiel de la paupérisation engendrée par la diminution des commerces de rue et l'affaiblissement du secteur informel. Acte posé par la BNC. La BNC, pour sa part, en réponse à cette situation, avait déjà envisagé un ensemble de mesures à court, à moyen et long terme. À court terme, en collaboration avec le système bancaire haïtien, à travers l'Association professionnelle des banques, APB, et le plan de préparation et de réponse du MSPP au coronavirus, la BNC a mis en place les dispositifs appropriés et exigés par les autorités sanitaires du pays dans le but de protéger ses employés et de favoriser la réalisation des transactions avec la clientèle avec plus de célérité et en toute sécurité dans le cadre des mesures également prises par la Banque centrale. Nous nous sommes également préoccupés d'aider tant nos clients particuliers que les entreprises clientes en les accompagnant pendant cette période difficile pour la renégociation des termes de remboursement
de certains prêts, au regard des mesures prises par la BRH, la mise à la disposition de nouveaux crédits au profit de certains pour les aider à recentrer leur budget et permettre à d'autres de continuer à payer leurs employés. À moyen terme, dès notre rentrée en fonction à la tête de la BNC et en accord avec le mandat qui nous a été confié par le président de la République, M. Jovenel Moïse, notre vision pour la BNC s'est articulée autour de 3 points suivants. Procéder à la transformation numérique au sein de la banque en utilisant tous les outils technologiques et canaux numériques appropriés de manière à favoriser davantage l'inclusion financière, élaborer et diffuser des produits et services susceptibles de répondre à la satisfaction des besoins de toutes les couches sociales de la population. Maintenir un haut niveau de qualité des services et développer les fonds de commerce de la banque en vue d'augmenter nos parts de marché. Assurer la formation continue du personnel en mettant l'accent sur l'agressivité commerciale, le sens des responsabilités et le leadership pour répondre aux besoins des produits et services diversifiés découlant du nouvel environnement macroéconomique de l'après-crise sanitaire causée par Covid-19. À long terme, la BNC, en tant que banque commerciale, avec pour seul actionnaire l'État haïtien, se doit être un acteur privilégié du système bancaire pour ce qui est d'apporter son soutien quant à la stratégie de croissance prônée par la Banque de la République d'Haïti, de favoriser le développement de l'immobilier en Haïti avec la mise à disposition des produits de crédit appropriés en faveur des ménages en Haïti que ceux de la diaspora haïtienne. De travailler avec la BRH pour faire en sorte que l'inclusion financière devienne une réalité dans le pays. De soutenir la production agricole en mettant à la disposition des petites et moyennes entreprises les financements nécessaires pour le développement de leur activité dans le cadre des orientations prises par les autorités et organismes concernés, à l'appui de nouvelles infrastructures déjà en place au sein de la direction du crédit de la banque. À nos 500 000 clients et à tous nos compatriotes, nous demandons instamment de continuer à suivre toutes les recommandations formulées par les autorités gouvernementales. Continuez à prendre soin de vous et de vos familles. Ne perdons pas espoir. Ensemble, nous devons vaincre cette pandémie et gagner la bataille économique pour le relèvement d'Haïti. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligé. Samé, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pour pipiti 50 000 gouttes ou
qu'à mettre l'obligation BRH, qu'à rapporter 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année, ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer non, ma chère. Qui a fait acheter de la série ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu non, ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Ou à joindre dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans la fédération yo, à dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec l'obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofin.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Les campés bas côté, la téfane intérêt, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas aux performances, ou satisfaire sans mode, l'op ses clients Sogé Banque, Sogé Banque, toujours bas côté mes amis, Sogé Banque, toujours bas côté, Sogé Banque, toujours bas côté mes amis, Sogé Banque, toujours bas côté, Sogé Banque. Je prends un plaisir réel à vous adresser le discours d'ouverture de la FinTech dans le cadre de la 10e édition du Sommet international de la finance. La réalité du virtuel est en train de prendre la pleine mesure du concret dans un monde encore dominé par le schéma occidental de la pensée cartésienne. Cependant, les temps changent imperceptiblement, à l'image de ce mouvement d'horloge que même l'esprit le plus averti peine à capter dans sa quotidienneté. Et comme le gond de l'horloge, les moments historiques sont là pour venir consigner dans les annales les moments de rupture qui souvent sont déjà, pour l'esprit d'avant-garde, des éléments du passé. La pandémie du Covid-19 recoupe bien cette analogie. Aujourd'hui, la réalité quantique prend la pleine mesure du concret dans des applications technologiques qui envahissent, mine de rien, l'espace de l'utilitaire à l'image de l'ordinateur quantique en gestation. Progressivement, la logique cartésienne est en train de s'ouvrir à une forme plus ouverte de rationalité que les scientifiques les plus pétris de sciences pures désignent au propre pour certains ou au figuré pour d'autres sous le nom de mystère des nanostructures. Les temps changent donc imperceptiblement et certaines frontières du fait scientifique comme du fait technologique perdent de leur étanchéité à l'image de la frontière déjà tenue entre le virtuel et le réel, au temps où le virtuel devient le nouveau réel.
Bienvenue donc dans la dimension réelle du virtuel. Il aura fallu la crise du Covid-19 pour donner à cette dimension une échelle planétaire. Pour Haïti, le sommet 2020 représente l'occasion idéale pour intégrer avec fierté cette mouvance dans les moments même de ces manifestations premières. C'est d'ailleurs fort de cette fierté que procure la légitimité d'être partenaire privilégié de cet événement que la BRH, par mon organe et au nom du conseil d'administration, vous convie aux assises historiques des premières assises virtuelles de la FinTech. Je m'associe également au groupe Croissance, à Profit et à Profine pour souhaiter une chaleureuse bienvenue aux participants de cette première qui se trouve être la 5e édition de cette manifestation. Fort heureusement, les thèmes qui sont l'impact des TIC sur la finance, le rôle de la technologie dans l'éducation, les enjeux du Bitcoin, l'inclusion financière à travers les TIC, tous traités dans les précédentes éditions, rencontrent à point nommé les besoins de réflexion du thème particulier de l'édition actuelle. Nous avons donc, s'il en est besoin, le minimum de prérequis pour asseoir l'action de financer la réponse au Covid-19 et préparer l'après-crise. Les conditions dans lesquelles se tiennent les assises de 2020 révèlent une capacité d'adaptation qu'on gagnerait à reproduire à une échelle nationale dans une société figée dans la torpeur d'une croissance anémique sur les 4 dernières décennies. Il a fallu la résilience des institutions partenaires, le professionnalisme et la compétence des concepteurs pour aboutir à la tour de force d'organiser ce sommet virtuel là où la logique première laissait entrevoir au mieux un ajournement des activités. Le gouverneur a mis la barre à un niveau encore plus élevé de difficulté en manœuvrant pour respecter la tenue de l'événement au mois d'avril, dans la tradition sans faille des éditions précédentes. Aujourd'hui, nous y voilà, pari tenu. Une petite voie tracée dans le long cheminement des paris à gagner en matière de création et de répartition de la richesse, de valeurs ancestrales à redorer, de patrimoine culturel et historique à remembrer, des vecteurs qui ont pour résultante le maître mot développement. La leçon à tirer est que le raccourci technologique est un outil puissant lorsqu'il est au service d'une volonté collective. Ce n'est pas le défi qui manque à ceux qui n'ont de choix que de s'engager. C'est le fardeau de chaque Haïtien à l'an 2020 de tous les enjeux. Entre la tenaille d'une crise sociétale qui a trop duré et les assauts de plus en plus répétés et rapprochés de l'hydre planétaire du Covid-19, la société haïtienne est à l'heure du sursaut qui nous fera trouver dans les graves difficultés actuelles les pousses d'opportunités nouvelles. Pour la planète entière, la crise économique qui accompagne la crise sanitaire laisse ouvertes les options post-pandémie. Les cas de figure couvrent une plage très large de situations qui dépendront du degré de désarticulation des structures de l'économie mondiale et des fractures sociales qui en découleront. Le retour, même transitoire, à des formes plus autocentrées d'action de développement est dans l'ordre des considérations que nous devrions contempler comme voie de sortie à notre propre crise de société. C'est donc l'occasion pour nous d'ouvrir le champ à plus d'autonomie dans la conduite des politiques publiques, en modulant notamment les horizons qu'on leur imprime. Il faudra par ailleurs s'écarter de toute tentation de repli sur soi.
l'une des façons de s'y prendre est de profiter des effets de synergie et d'amplification liés aux acquis des technologies qui ont fait leurs preuves dans les économies de transition. Citons à titre d'exemple la formation en ligne pour obvier aux limitations chroniques des infrastructures académiques et d'un personnel enseignant en quantité et en qualité insuffisante. Le développement des énergies renouvelables, notamment solaires, pour répondre aux besoins énergétiques associés à un tel effort. Le télétravail, pour contourner les contraintes d'infrastructure à la création d'emplois et comme véhicule privilégié dans la mobilité internationale du facteur travail. Le mobile banking, pour sauter la barrière de la proximité dans l'accès aux services financiers et qui, dans ce contexte, aurait pu permettre d'adresser le besoin de la distanciation sociale dans les transactions bancaires au guichet des banques commerciales. Ces exemples, bien maigres par rapport aux champs ouverts de possibilités, illustrent la capacité des applications technologiques à transformer l'organisation sociale du travail et ouvrent les choix individuels à un degré beaucoup plus large de flexibilité dans le cadre d'un marché d'emploi libéré d'un niveau trop coercitif de contraintes physiques. Ils appellent, à mon sens, à une double considération. D'abord, le besoin immédiat pour un pays comme Haïti d'accommoder l'existant technologique dans la guerre ouverte contre la dissémination du Covid-19 et d'en faire un outil privilégié de prévention dans un environnement fortement marqué et limité en matière d'infrastructures sanitaires. La mise en place, ensuite, d'un dispositif large de développement des technologies de masse. Je parlerai d'une stratégie nationale d'inclusion numérique sur des horizons moyens et longs pour se créer une place honorable dans ce qui ne tardera pas à se dessiner comme le paradigme d'un ordre économique nouveau. Bon, nous allons faire un rallye sur le budget 2019-2021 et plus précisément, nous allons parler de budget dans un contexte de COVID-19. Pour ce nous avons dit, c'est que le budget ça, est préparé dans un contexte très particulier. Particulier dans le sens que, en fait, selon la loi et selon le grand principe budgétaire, le budget a supposé préparer, adopter et publier avant date qu'il commence à exécuter. Ça veut dire que on a parlé de budget 2019-2020, selon la loi, dernière date pour le budget a été publiée, c'était 30 septembre ou plus tard. Là, nous avons un contexte côté que nous sommes en plein exercice fiscal. Donc, nous allons préparer un budget alors que l'année a commencé déjà. Deuxième particularité qui gagne dans le budget 2019-2021, c'est que dans un budget classique, la projection dépend de l'ancien budget qui a été adopté. Et dans le cas de nous n'avons pas de bon budget 2018-2019 pour la simple et bonne raison, après deux tentatives de dépôt de projet de loi de finances 2018-2019 dans le Parlement, nous n'avons pas jamais arrivé à un vote là qui fait que le budget 2018-2019 n'a pas jamais adopté. Ce qui fait que nous avons gagné en reconduction de budget rectificatif 2017-2018 là pendant 2 ans. C'est une particularité, il faut nous remonter en 97-97 pour nous jouer un budget qui reconduit pendant plus qu'une année. Donc c'est le budget 96-97 là qui était reconduit en 2000-2001 en 99-2000 jusqu'à 2000-2001. Donc, qui conséquence ça gagne? Budget a son cadre qui permet l'État de rentrer l'argent et dépenser l'argent. Donc, là, pas un budget qui est adopté, ça veut dire cadre ça ou pas gagner. Donc, ça veut dire que cadre qui est adapté pour budget, pour l'État dépenser
et pour collecter recettes, quand ça ne vient pas exister. Donc, comme besoin de l'État, l'État doit faire face avec lui. Et en même temps, il n'y a pas de possibilité pour lui collecter de nouvelles recettes. Ça vient faire que l'État, dans l'exécution des dépenses, ça nous relève de grands déséquilibres financiers qui viennent faire que l'État vient gagner un problème pour lui répondre vraiment à besoins de la population. Et comme pas de gain un cadre institutionnel, ça veut dire que pas de difficulté pour un gouvernement légitime, l'État n'est pas capable de préparer ni présenter un budget pour l'année 2019-2020. Donc ça, l'État a fait autorité pour pallier à problème ça. Qui ça a fait? Premier bagage nous fait dans le début exercice 2019-2021, nous élaborer ça nous relais. Alors nous fait ça relais en régulation budgétaire. Régulation budgétaire qui s'allie, c'est faire en sorte que dépenses soient faites yo cadré avec capacité pour collecter recettes. Donc ça veut dire que l'État de temps en temps l'a veiller sur le niveau dépenses qu'a fait là, l'a regarder on voit comment recette va rentrer et il fait en sorte que dépenses qui exécutées c'est ça des dépenses incomprises, ça veut dire que dépenses qui pas capable faites tant que payer salaire fonctionnaires employés l'État, rembourser dettes, payer des dépenses minimales de fonctionnement. C'est ça l'État a fait pendant tout début exercice, depuis l'exercice passé jusqu'à l'exercice ça qui commençait en octobre 2019 là. L'autre initiative que l'État prend, c'est mettre sous pied ça un cadre budgétaire. Le cadre budgétaire, il fait en sorte pour formaliser la régulation budgétaire que l'État prend. Donc c'est pour ça dans le début de l'exercice, il y a un cadre budgétaire qui est élaboré pour permettre justement le contenu des pensions dans le niveau recettes que l'État est capable de collecter. Avec l'arrivée d'un gouvernement légitime, l'État mettait sous pied un projet de budget pour l'exercice 2019-2020. Donc, pour cela, le processus traditionnel l'a fait, l'État fait budget. Le premier chose à regarder, c'est l'évolution indicateur macroéconomique. Regarder comment le PIB a évolué, comment taux de changement a évolué. Tout indicateur, il est préparé, ça nous relève un document de cadrage macroéconomique. Sous base cadrage ça, regarder dans quel niveau recettes sont capables d'arriver. Et c'est l'État qui fait travail ça et avec priorité gouvernement, à date, il y a une lettre de cadrage qui est préparée, qui a toute institution pour dire mais priorité gouvernement, mais dans quelles conditions que le budget 2019-2021 a préparé. Donc, en gros, mais comment nous sommes capables de mettre cadrer préparation budget 2019-2021. Pour le budget 2019-2021, priorité qu'il a donné, c'est tout d'abord renforcer les dépenses qui viennent pour avec sécurité en dans le pays et renforcement état de droit pour faire que le mouvement marchandises à la population capable fait dans un contexte qui est sécurisant pour tout le monde. Depuis le mois de mars, le gouvernement a monté. Une priorité, c'est préparer un budget pour l'année 2019-2020. Il a commencé par réviser le cadrage macroéconomique et garder projection recettes et sous base recettes nous collectées, quel niveau de dépenses que l'État est capable de faire pour faire face à la situation qui est présentée devant là. Donc, c'est à date, il y a une lettre de cadrage qui est préparée par le Premier ministre, qui vient tout le ministère pour dire mes priorités gouvernement et mes conditions que a inspiré pour préparer les propositions budgétaires pour chaque ministère. Dans le budget 2019-2021, la principale priorité que l'État poursuit, c'est tout d'abord renforcer la sécurité dans le pays pour permettre aux gens de déplacer plus facilement, qui permettre que l'activité reprenne, qui, dans le deuxième temps, capable de permettre l'État de collecter des recettes pour financer différentes activités. L'autre priorité, c'est renforcer le système national de santé, surtout dans le contexte COVID-19, pour permettre l'État capable de combattre contre la propagation de l'épidémie et faire en sorte que nous prenions en charge les gens qui sont déjà infectés.
Même l'autre objectif que le budget a gagné, c'est renforcer les programmes sociaux, surtout dans le contexte de confinement mondial pour permettre que l'État adresse les problèmes de la population pour promouvoir la stabilité sociale. L'autre priorité, c'est renforcer l'activité économique là, pour faire que si entreprise comme gros business capable de marcher, pour faire en sorte que le pays est capable de gagner une circulation de revenus pour que la population soit capable de rallonger souffle, surtout après une grosse période difficile que l'État a gagnée depuis l'année dernière. Donc l'État a fait effort pour ne pas avoir un gros déficit, pour empêcher pour faire en sorte que contenir l'inflation, pour tout changer pas trop déraper, pour ne pas dégrader le niveau de vie de la population. Et dans le budget, l'État a décidé, l'autorité a décidé de financer des projets prioritaires, des projets qui ont des résultats rapides pour créer emploi et pour une grosse incidence sur la production nationale. L'État doit concentrer le tout sur l'agriculture à terme pour permettre que manger capable de produire pour la population capable de joindre pour permettre d'améliorer les conditions de vie, tout le monde, surtout les couches qui sont plus défavorisées. Vous l'aurez compris, vous ne pouvez pas être dans le déni encore trop longtemps. Il faut accepter la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une crise. La réalité, c'est qu'il y aura un après-crise qu'il faudra préparer. Le président Jovenel Moïse l'a dit lui-même. Il redoute les conséquences de cette crise. La faim, la famine qui nous guette après cette crise est donc préoccupante. À vous de commencer à produire des réflexions sur comment préparer l'après-Covid. Mais bien sûr, il faut aussi gérer le pendant, la crise actuelle.